Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre deuxième saison d'Avec Fermentis. Parce que nous, on découvre que les brasseurs en arrière du travail de brassage au Québec qui utilisent Fermentis. Et bien sûr, la première saison a été excellente. Le monde a beaucoup aimé ça. Le monde a aimé ça, découvrir ce qui se passe en arrière de Fermentis. Comme vous savez, on a des articles chaque mois pour découvrir un peu ce qu'ils font les autres, mais aussi à chaque mois ou deux, on essaie de découvrir des brasseurs à la Réseau du Québec. Ça, merci beaucoup pour le feedback de tout le monde. Moi, j'ai appris des affaires parce que, comme vous savez, je ne connais rien là-dedans. Ça m'a fait maintenant, je suis beaucoup de mots niaiseux. C'est la beauté de l'histoire. Pour notre deuxième saison, écoute, on commence, vous savez, on est dans le monde sans-alcool. Puis, bien sûr, c'est dans le marché de la bière, puis dans le segment de style, c'est le seul segment en augmentation. Bien sûr, il y a l'IPA, tout ça, mais l'IPA est quand même assez en son monde à lui. Mais la sans-alcool, c'est le seul produit qui est vraiment la segmentation dans la microbrasserie qui monte. Pour nous, c'est important de parler avec du monde qui connaît un petit peu qui avait déjà travaillé avec le sans-alcool, qui travaillent déjà avec ces produits-là, puis des produits qui fonctionnent. Aujourd'hui, écoute, on parlait avec la gang de Farnham. Si vous savez pas quoi Farnham, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Puis bien sûr, Farnham, ça a été une des premières brasseries qui amène de la bière classique en canette. Eux autres, ils ont tout le temps voulu que le monde boive de la bière, la bonne bière, classique, pas quelque chose de weird, rien comme ça. Puis ce que voulaient eux autres, ça va des bières classiques à un bon prix. Puis ils ont réussi avec des packs. Ils ont un beau taproom où tu peux aller manger. Beaucoup de monde qui passe en bicyclette là-bas. C'est vraiment une belle place. Bien sûr, depuis quelques années, ils ont sorti un segment sans alcool, la blonde, la rousse, la air puis la blanche, qui est beaucoup d'amateurs que je connais aiment beaucoup. Ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter aujourd'hui avec le nouveau brasseur de Mathieu Lebel, qui est brasseur en chef. Puis il va nous parler un petit peu de comment ça fonctionne la brasserie à de ça. Comment on fait pour travailler avec des produits de Fermentis. Puis bien sûr, comprendre un petit peu des conseils de comment, quand tu te lances dans une production de bière sans alcool, quelles étapes on doit utiliser. So, Mathieu Lebel, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci, excuse-moi pour la maladie. Oh, c'est bien correct. J'étais en voyage un peu en tournée sur ce qui se passe. Mathieu Lebel, tu es le nouveau brasseur en chef. Oui. Félicitations, ça fait combien de temps déjà? Dans le fond, je suis rentré en poste en novembre. Okay. Ça fait 2 mois. OK. Puis, comment ça va? Tout va super bien. Dans le fond, quand je suis arrivé, dans le fond, tu avais Gabriel le brasseur qui m'a un peu tendu un peu le flambeau. Ça a super bien été, une belle transition. Il m'a tout laissé, tout bien en ordre avant de partir. Fait que tout a bien été. Bien, excellent. Avant de parler de ton travail, tout ça, au quotidien, tout ça, puis comment on fait une bière sans alcool, puis c'est pour bien travailler une bière sans alcool, je te donner un petit peu ton background. La fois qu'on se parlait au téléphone, ça fait longtemps que tu brasses, man. Ça fait très longtemps que tu brasses. Peux-tu nous parler un petit peu de ton background et de ça? Oui, dans le fond, moi, j'ai commencé à brasser. Au début, maison, comme tout le monde, un petit peu, je pense. En tout cas, j'avais pas encore 18 ans quand j'ai commencé à brasser maison. Mais, en tout cas, ouais, c'est ça. Si, dans le fond, j'ai acheté mon équipement, tout ça. Après ça, j'ai voulu faire une formation. J'étais allé à Saint-Hyacinthe, au laboratoire Masca. Ouais. C'était la seule qui se donnait à l'époque. C'est celle-là que j'ai faite. Après ça, j'ai commencé à travailler à Broadway, une microbrasserie à Shawinigan. J'ai resté là à peu près 1 an. Pour ça, j'ai changé. Je suis allé chez Gutenberg pendant environ 3 ans. Pour ça, je suis parti de là encore là. J'ai fait je commençais à faire mon bagage, tout ça. Je suis parti de là, je suis allé aux Trois Mousquetaires. Puis, dans le fond, après ça, je suis allé au Brasseur du Moulin à Belleuil. Puis après ça, on a monté l'usine à Varennes. Puis je suis comme devenu le brasseur en chef là-bas. Puis là, dans le fond, je suis rendu chez Farnham. D'accord. Toi, c'est sûr, tous les brasseries avec qui tu es allé voir, c'est vraiment des brasseries différentes. Dans le fond, qui travaillent chacun, pas mal. Là. Gutenberg, c'est quelqu'un d'éléments différent comme brasserie, là, quand même. LTM aussi, c'est une brasserie très différente, tu sais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris en tous ces voyages-là, tu sais? Tu comprends les nouvelles techniques, tout ça, mais c'est quoi la différence à travailler avec chacun, puis comment tu fais pour t'adapter à chacun des brasseries, tu sais?
Mais toi, tu vas travailler, quand je travaillais, quand je commençais au Broadway, c'était une petite place, c'était plus, dans le fond, on embouteillait tout en main, ça faisait un peu de tout. Quand je suis rentré chez Gutenberg, c'était vraiment la grosse usine, tu sais, c'était semi-automatique, c'était des écrans, c'était des pitons, c'était beaucoup plus. C'était aussi des ingrédients différents, c'était tous des grains sans gluten, fait du millet, du sarrasin, du maïs, c'était des grains un peu différents, c'était des procédés assez unique à cette place-là que j'ai pas eu à utiliser ailleurs. Chez LTM, c'était plus le côté travailler avec des grains québécois. C'était un défi. Surtout, quand je suis allé là, moi, c'était en 2019. On dirait que les malteries, c'était pas encore au Québec, c'était pas encore parfait. Fait que là, c'était quand même un gros défi de travailler avec des malteries et des houblons québécois. Puis aussi tout ce qui est fût de chêne. J'ai quand même beaucoup appris ça. Après ça, sûr que le côté gestion, puis niveau production de brasseurs du moulin, ça, j'ai beaucoup appris, mais c'était un peu plus autodidacte. Enfin, j'étais un peu tout seul là-bas, comme brasseur. Puis là, ouais, ça, chaque place est différente au final. Je me suis monté un bagage avec les années. Là. Okay. Je connais des monde qui reste pendant longtemps quelque part. Moi, j'ai bien aimé me promener puis apprendre un petit peu ici et là, tu sais, à monter un bagage. Là. Oui, puis en plus, tu sais, quand tu dis avec un moulin, tu as vraiment construit la nouvelle usine à Varennes, tu sais. Oh, oui, ça, dans le fond, il y avait les deux propriétaires, puis il y avait moi, puis on était les trois à monter ça. Tu sais. On avait racheté l'ancien équipement de Gruden. Ouais. Puis après ça, c'est tout de remonter, tout replacer, tout visualiser, tout partir presque de zéro au final, tu sais, puis de monter ça. Faire les recettes aussi. Moi, mon but quand j'étais rentré là, c'est de faire des recettes 100% Québec. Fait que tout changer les recettes de base pour les airs. Moi, j'avais travaillé fort là-dessus, mais parce que là, par après, tu sais, au Québec, il y a eu des bonnes malteries qui sont arrivées, tu sais, ça s'est amélioré. Au niveau des houblons aussi, beaucoup amélioré dans les dernières années. Fait que c'était possible. Mais je recule, il y a une couple d'années, c'était plus difficile. Là. 100% Québec, c'était pas signe d'une bière de grande qualité nécessairement. Mais ouais. Alors, bien, puis je parlais avec les vieux brasseurs qui me disaient que avant, tu pouvais avoir aucune information, c'était tout en anglais dans les papiers Xerox, des affaires comme ça. Puis il a fallu qu'on construise c'est un peu comme l'école québécoise de la bière. Avant, ça n'existait pas avant, tu sais. Ouais, c'est sûr, ouais. Et les procédés, comment ont changé dans toutes ces années-là? Comment tu as trouvé que. Je trouve que les nouveaux brasseurs sont très techniques plus qu'avant. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Ben, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était très, très cowboy, c'était très old school, tu sais, le niveau sécuritaire, c'était zéro sécuritaire, là, tu sais, t'avais pas de gants nulle part, pas de lunettes, pas rien, tu prenais les produits chimiques, c'était plus dangereux un peu, le monde aussi allait plus au feeling, il y avait moins de... Le monde ne se fait pas sur des bases de données, se fiait pas sur des recherches ou rien vraiment, tu sais, on dirait que le monde y allait au feeling. C'est sûr que les produits étaient très aléatoires. Là, le marché s'est amélioré beaucoup avec les années. Il y a eu de la compétition. Fait que tu n'as pas le choix de revoir tes procédés, de t'améliorer, d'être plus stable, d'être plus confiant dans ce que tu fais. On dirait que ça a vraiment changé à ce niveau-là. Parce que ça, quand j'ai commencé, c'était pas au niveau d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Là. Ça, c'est très punk au début. C'était très punk au début. Oh oui, c'est ça. Oh, je m'en rappelle. Tu sais, ouais. Dans nos débuts, on était 3 brasseurs. Quand j'ai commencé, on était 3 brasseurs. On avait un gant à gang. Là. On se partageait un gant pour nos produits chimiques. Là. C'était... Moi, c'est quoi? On va changer. Toi, depuis longtemps que tu es là-dedans, tu sais, comment tu vois quand ça s'appelle ça? Comment tu vois, toi, à part le côté business qui est difficile, qui est des défis derrière ça, comment tu vois le changement de l'attitude dans le travail, dans la microbrasserie, à part le côté professionnel, tu sais? Qu'est-ce qui a changé comme philosophie derrière de ça? Ben, c'est que je pense que au niveau des brasseries, peut-être plus au niveau du marché qu'au niveau des brasseurs, mais c'est de créer des produits plus de base, un rapport qualité-prix, aller moins dans des affaires exagérées ou des produits un peu bizarres. Tu sais. C'est vrai qu'il y a des modes, des fois, de faire des produits très, très audacieux ou je sais pas quoi, des produits qui sont un peu bizarres, puis il y avait un marché pour ça, là, le marché est moins là, parce que je pense que les brasseurs en tant que tels, ils retournent plus, ils veulent brasser des bonnes pilsners, brasser des bonnes bières anglaises, les brasseurs, c'est ce qu'ils veulent faire au final, faire des bières qui se boivent très bien, qui sont plus accessibles pour tout le monde, tu sais. Je pense que c'est un peu ça que les gens veulent faire en général. Là. C'est quoi ta première bière que tu as bu, une bière sans québécoise? La première que tu t'appelles avoir bu ça, tu sais? Dans les microbrasseries, ça? Ouais. De la Unibrou, je me rappelle. C'était genre la
la 3 pistoles à l'époque, là, j'avais capoté, elle était 9%, il y avait le cheval dessus, tout ça. J'avais vécu de quoi? Auparavant, j'avais bu de la Coors Light, des bières de même. Puis À Black Table. Ça, je disais, c'est de la bière, c'est de la bière, ça goûte ça. Ça goûte un peu moyen, mais ça, quand j'ai bu ça, je suis comme, OK, ça se peut. C'était super parfumé, c'était quand même sucré, c'était spécial. Là. Non, ça m'avait marqué pas mal, ça. C'est un peu dans le début, ça m'a donné le goût après ça de brasser de la bière, c'est quand j'ai bu ça. OK. Toi, tu sais, maintenant que tu es à Farnham, comme je disais au début de l'entrevue, Farnham, ce qui est reconnu pour les autres depuis 10 ans, c'est des bières classiques, bien faites à bon prix, tu sais. Toi, maintenant que tu es nouveau brasseur en chef, toi, qu'est-ce que tu veux amener à Farnham? Bien sûr, tu vas amener le côté qu'est-ce qui joue les autres, qu'est-ce qui va le mieux. Mais qu'est-ce que tu aimerais d'amener le plus à Farnham, tu sais, avec toute une expérience qui existe? Mais c'est sûr que de côté, ce que j'aimerais amener, mettons, c'est de continuer tout ce qui est, continuer un peu la philosophie, ça c'est sûr, les bières accessibles, les bières bien faites. Sûr que, tu sais, j'ai eu un background un peu dans tout ce qui est les fûts de chêne. Faut qu'on pourrait peut-être travailler peut-être un peu là-dessus dans le futur, si on a d'autres projets pour des bières en barriquées. Peut-être dans le futur, je ne sais pas si ça de voir certains produits 100% québécois, ça pourrait être intéressant aussi. On pourrait voir. Sinon, c'est vraiment de faire des bons produits stables puis de rester dans cette ligne-là. OK. Ouais, Puis toi, personnellement, côté que tu es barriqué, est-ce qu'il y a d'autres bières que tu aimerais ça? Je sais que là, tout le monde tripe sur le nouveau gain africain qui s'en vient de plus en plus. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu tenterais aussi d'aller diversifier avec ça? Moi, je suis très, quand même old school dans ce que j'aime dans la vie. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est les bières anglaises. Fait que c'est sûr, si je pouvais pousser plus ça, les bières anglaises, faire des bitter ou des golden ale, c'est mes styles là, préférés. J'aimerais ça, tu sais, Farnham Ellen Lager a quand même un petit peu, si on a des bières, un petit peu de bière anglaise puis un petit peu de lager, j'aimerais ça, tu sais, qu'on mise un peu plus là-dessus. C'est qu'on vienne à des classiques puis qu'on fasse bien. C'est faire une bonne golden ale ou une bonne bitter, c'est quelque chose de... Ça, j'aimerais bien ça. Là. Ben, la aile écossaise qui font Farnham est vraiment bonne. Il y a beaucoup de monde qui en parle chaque fois qu'ils sortent celle-là. Tu sais. Ouais, c'est un grand classique. Ouais, puis la bière café que vous avez faite, je pense, le mois de décembre aussi, ça a été moi, personnellement, ça a été. J'adore tout ce qui est noir et bien fait, puis ça a été épais, bon, tout est là. Tu sais. Oui, pour ce produit-là, on est quand même content d'une bonne réception. Fait qu'on risque sûrement de la refaire éventuellement, puis peut-être faire des variations avec ça, on va voir. Là. Ouais. Bon, mais là, nous autres, on s'en va à la bière sans alcool. La bière sans alcool, comme tu sais, c'est le segment qui est en réglementation que je disais au début. Je parle avec tout le monde, puis c'est ça, le monde veut savoir ce qui se passe. Souvent, quand on fait de la sans alcool, on a beaucoup de brouillons. Ça, c'est pour être poli au monde. Des brouillons. C'est des bières un peu faites weird un peu. Qui vont essayer de faire quelque chose d'intéressant de ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de levure, comme Fermentis en soi, qui ont depuis longtemps, ils ont mis en place des structures pour que ça fonctionne mieux. Avant de parler de ça, toi, c'était quoi ta philosophie de la bière sans alcool? Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas de bière sans alcool. J'en bois quelques-unes. J'en ai bu la Farnham, est bien faite. J'en ai bu, tu sais, dans le temps de Bucket, des affaires comme ça. Toi, comme quelqu'un qui a une expérience qui vient de beaucoup de brasseries différentes, tout ça, c'est quoi ta philosophie quand tu travailles de la sans-alcool? Puis qu'est-ce qu'il devait avoir sans-alcool à l'arrière de ça? Dans le fond, tout ce qui est sans alcool, tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui en boit beaucoup, mais c'est sûr que le but, c'est de créer un produit qui est le plus proche du goût d'une bière avec alcool au final. Tu sais, c'est que le monde y en boive sûrement. D'habitude, quand ils boivent la bière sans alcool, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en boire avec de l'alcool ou sont des femmes enceintes ou pour plein de raisons. Fait que c'est sûr que le but, c'est que ça goûte le plus la bière normale, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'un produit plus standard. Ceux qui ici, on a 4 produits sans alcool, la blonde, la blanche, notre trousse, puis une IPA. Je pense que c'est des produits qui sont je pense que c'est bien équilibré, c'est des produits qui sont tout à fait qui ressemblent beaucoup à des produits que tu peux retrouver dans d'autres microbrasseries avec alcool. Fait qu'on est quand même satisfait du goût. On est quand même. C'est un peu ça, tu sais, mon but, c'est vraiment de me rapprocher le plus possible. Parce que tu te rappelles, à l'époque, j'ai travaillé dans d'autres places, puis on faisait des sans-alcool, dans le début des sans-alcool au Québec, là, puis c'était ordinaire. En fait, chez Gutenberg, on en faisait une, puis c'était sans-alcool, sans gluten. Personnellement, moi, j'aimais un peu moins ça. Je me disais, OK, c'est sûr que ça devient un produit un peu plus compliqué à
à pousser parce que tu n'as pas grand-chose à quoi te rattacher au niveau du goût, c'est assez unique. Ah oui, c'est la blanche, je pense. Je pense que c'était une blanche, sans gluten, sans alcool. Ça, Moi, je l'appelle de ça, c'était comme de l'eau avec un peu, je l'appelle de ça au début, ouais. Oh ouais, c'était pas. En tout cas, personnellement, je l'ai brassé, puis c'était pas notre bière préférée à personne. Il n'est pas resté longtemps, anyway, sur les. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir du monde qui achète ça, puis je me rappelle que c'est une bière qui est disparue vite. Oui. Oui, il y a eu quelques problèmes. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement les levures fermentistes sans alcool pour aider. Fait que c'était plus d'y aller au feeling, puis ça ne marchait pas toujours. Non, je me rappelle que le Bocquet, c'est le premier qui avait amené une bière intéressante avec de goût, tu sais, qu'on voulait boire en soi, tu sais. Donc, Voilà, je n'étais pas un fan, puis c'était comme, OK, l'IPA était ça, tout ça. Sur toi, ton but, quand le monde boit de l'alcool, puis sans alcool chez Farnham, que ça soit vraiment comme, number one, qu'elle soit bonne. Number two, que ça approche beaucoup à l'alcool, pour que le monde puisse trouver ça. Puis, personnellement, tu sais, je sais que j'en ai bu quelques-uns, puis oui, on s'approche là-dessus. C'est comme l'IPA et la rose sans alcool, la Farnham, c'est quelque chose que je peux boire sans aucun problème. C'est dans une soirée que je veux me taper quelque chose. C'est des bières que je peux avoir là-bas. Quand le monde boit, tu as déjà parlé avec du monde qui ont bu cette bière-là? Est-ce que tu as déjà parlé avec du monde qui ont goûté à cette bière-là puis avant que tu travailles là-bas? Pour de vrai, je pense peut-être une fois ou deux. C'était pas dans mon entourage, c'est plus des amateurs vraiment de on va se promener beaucoup dans des microbrasseries, tout ça. Mais ça, pour le sans d'alcool, j'ai pas dans mon entourage nécessairement de gens qui boivent pas. C'est sûr que même moi, c'est pas des produits que j'avais beaucoup goûté dans le passé. Mettons, je pense que la seule que j'avais goûté, c'était la blanche. Puis je trouvais qu'elle ressemblait à une blanche quand même classique. J'étais quand même surpris. Je disais, OK, c'est quand même bien comme produit. Mais non, j'ai pas eu, depuis que je travaille chez Farnham, là, j'ai des échos de personnes qui m'en parlent. Souvent, on croise du monde qui nous disent qu'ils adorent notre bière sans alcool, qui est parfaite. Pour eux autres, dans le fond. Ouais. Comment on fait pour travailler avec les levures de Fermentis, avec vous autres? Comment on fait le travail en arrière de ça? Parce que je sais que Fermentis a beaucoup mis de l'argent puis le développement pour que ça soit le plus facile à travailler avec ça, le moins de manutention possible. Toi, comment tu as fait quand tu travailles avec ça pour la sans d'alcool? C'est quoi le travail en arrière de ça? Tu peux me parler de A à Z, comment quelqu'un peut travailler avec ça? Mais en gros, tu travailles comme c'est une levure, comme une levure standard au final. Comment j'ai pu comprendre, si j'ai parlé un peu à JP Barbeau, Fermentis, ce qu'il disait, c'est que la levure, elle fermente juste les sucres très simples. Fait que logiquement, tu t'arranges juste que ton mou soit ait pas de sucre trop simple. Fait que souvent, tu joues plus avec la température du mash pour pas que la levure à créer trop d'alcool, parce que logiquement, la bière sans alcool a quand même un 0,1, 0,2%. Il y a quand même une fermentation. C'est pour ça que le goût il est plus authentique. C'est qu'il y a c'est pas juste du mou bouilli qu'on refroidit puis qu'on pétille. Il y a vraiment une fermentation qui se fait, mais tu descends de 0,3, de 0,3, 0,5 plateau. Fait que tu as une petite fermentation. Puis après ça, dans le fond, tu vas selon les étapes d'une bière classique, dans le fond, tu fais rajoute ta levure, en fermentation, tu fais fermenter, dans le fond, dès que ce palier-là est fait, ça, tu refroidis, tu pars de dry up, tu peux faire tous tes ajouts si tu veux par après. C'est vraiment, l'avantage de cette levure-là, c'est vraiment que ça se manipule presque comme une levure standard. C'est quand même vraiment facile pour les manipulations. C'est super facile de s'en occuper. C'est juste, il faut rester vigilant pareil, parce que c'est un produit qui est quand même c'est un mousse sucré pareil. Tu es plus enclin aux contaminations pareil. Il faut rester toujours bien clean. Il faut travailler de la bière normale aussi, mais ça reste toujours une bière qui peut être enclin à être aux contaminations ou aux levures ou tout ça. Il faut juste la traiter, être très méticuleux, faire bien attention. Ça fait fermenter. Tu fais ton cold crash normalement. Tu peux soit la filtrer, soit la transférer, tout ça, ta canne, puis ça ressemble à ça. Là. OK, c'est ça. Il n'y a rien du statistique de ça. Il faut tout ça vraiment suivre les étapes comme tout le braille. Les étapes, oui, c'est ça. Dans le fond, tu suis les étapes. Logiquement, la levure, comme Barbeau m'expliquait souvent ça, c'est qu'elle fermente juste les sucres simples. Si tu ne donnes pas beaucoup de sucre simple, logiquement, elle ne fermentera pas beaucoup. C'est un peu ça que tu veux faire.
Fait que ça coupe un peu tous tes risques de faire une bière sans alcool avec de l'alcool dedans finalement. Ouais. Fait que c'est juste ça. Faut rester, prendre des procédures, rester clean dans tes procédures. Juste garder tout bien clean parce que c'est sûr que c'est une bière qui est fragile. Mais en général, c'est pas si compliqué, mais il faut juste bien faire les choses. Pas couper les coins ronds ou manquer de tu sais, des fois, je sais pas, tu vas dans des places, puis niveau nettoyage, c'est pas parfait. Des fois, tu as des bières avec beaucoup d'alcool ou c'est une sour, ça passe, là, mettons. Pour une bière, c'est d'alcool, t'as pas deux chances, là, tu sais. Faut avoir attention. C'est comme une lager, il faut faire attention à la bière, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est tellement une bière que tout tient sur pas grand-chose au niveau du goût aussi, que dès que tu as un défaut, ça va paraître. Fait que, tu sais, il faut faire attention aux contaminations, ça, c'est sûr. L'affaire, comme tu savais ça, que tu sais, au début, quand tu as commencé à faire des bières sans alcool, toi, tu es dans un monde qui n'avait pas beaucoup, puis comme tu disais au début, c'était vraiment pas bon. Ouais. C'était mal fait. Puis l'affaire, c'est que tu mets là des grosses brasseries en bas qui en font des bonnes bières. La Guinness sans alcool est délicieuse. Faut goûter à ça. Pour toi, c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans sans alcool? C'est parce que maintenant, avec Fermentis, ce produit-là, tu peux le faire quelque chose de facile. Mais toi, quand tu vois, quel sorte de conseil tu donnes à quelqu'un qui veut faire une bière comme ça, à petit volume, parce que quand même, Farnham fait du gros volume. C'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un? Tu sais, en gros, c'est juste, tu es une recette. Nous, dans ce coin-ci, quand même, tu utilises des grains de qualité. Tu ne dis pas parce que c'est une bière sans alcool, je vais mettre n'importe quoi dedans. Tu utilises quand même des grains de qualité, des houblons de qualité. Puis, tu regardes dans notre IPA, il y a un beau dry up de citron de mosaïque. C'est un beau dry up qu'on rajoute à la bière. Tu utilises des bons grains, des bons ingrédients. Tu essaies de quoi, tu sais. C'est rien d'essayer de bizarre ou de funky là-dedans. C'est des bières de base un peu. Tu sais, le monde qui boit ça en général, ils veulent retrouver le goût de la bière. Fait que tu vois qu'une bière, c'est une blonde, une rousse, une IPA, ou une blanche, comme on fait. C'est un peu ça, tu sais, les bons ingrédients, puis faire des bières plus de base. Là. Est-ce que tu penses qu'un jour, Farnham, peut-être qu'on peut nous dire ça, est-ce qu'il tenterait de faire une bière porter sans alcool? C'est que c'est difficile. Il y a une personne qui a réussi, Partey, qui a réussi à faire ça. Puis, mais en tout cas, tu vois là un jour quelqu'un qui a fait un bon. Ton expérience à toi, même. Ben, c'est tout ce qui est bière noire, on dirait. Les seuls que j'ai goûté, bière noire sans alcool, souvent, il y a un gros côté un peu. Il y a un côté un peu botch de cigarette. Je trouvais un peu, c'est vraiment assez rough, là, je trouve, mais c'est sûr qu'il y aurait moyen. En même temps, on dirait que tout ce qui est bière stout ou porter, on dirait que quand tu n'en as pas dans ton listing, le monde en veut. Puis dès que tu en fais, le monde n'en veut plus. Fait qu'au final, c'est un peu difficile à gager. Fait que c'est sûr que dans le futur, on pourrait peut-être essayer de diversifier nos produits sans alcool. Peut-être. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais à date, nos 4 produits qu'on a là pour l'instant, ça va super bien. Peut-être, tu sais, c'est une IPA avec d'autres houblons ou c'est comme tu dis, peut-être une stout ou un porter. Ce serait de voir qu'est-ce qui serait possible, mais pour l'instant, ce serait juste les 4 de base. Ouais. Je pense que tu t'en veux pas, je pense. Comme, Moi, c'est une Ghost qui s'attendrait de faire à long terme, que Ghost Pamplemousse sans alcool, j'en ai vu quelques-uns qui sont pas si épais que ça. Peut-être une sour aux fruits ou une ghost comme ça pourrait marcher, ça pourrait être des produits intéressants, c'est sûr. Ce serait de voir le marché, s'il y a une place sur le marché pour ce genre de produits-là. Je ne sais pas trop. Les sours sont encore pas mal à la mode. Fait que c'est sûr qu'une sour sans alcool, ça pourrait marcher encore, ça c'est sûr. Moi, je suis prêt à avoir plein d'idées. Moi, si tu as des idées, vas-y, là, ça ne me dérange pas. Le plus, c'est que je veux pas de porter sans alcool, j'en veux pas, man. J'en parle, mais j'en veux pas, c'est tout de suite, man. Sauf de brasseur que t'es, toi, est-ce que t'es un peu. Tu sais, t'as voyagé beaucoup à travers les différentes brasseries, tu sais, est-ce que t'es plus technique, guts, t'es plus de moitié-moitié, c'est quoi comme brasseur? Moi, ce que j'aime, c'est le côté de tradition. J'aime bien les, tu sais, comme je disais, j'aime bien les bières anglaises. Je lis beaucoup sur des vieilles façons de faire, des vieilles recettes. J'essaie ce qui serait le fun, c'est de pouvoir adapter des techniques, des vieilles techniques, les adapter. Ce que j'aimerais dans le futur, peut-être un peu faire sur certains produits. Je suis quand même, tu sais,
quand j'ai commencé, c'était plus au feeling, mais là, je me disais qu'il y a des recherches, tu sais, tu peux lire là-dessus maintenant. C'est plus accessible, les données. Fait que, tu sais, c'est toujours mieux de te baser sur quelque chose pour faire de quoi. Tu sais, je suis pas trop du genre à y aller au feeling maintenant, mais ça, les vieilles techniques, les vieilles façons de faire, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis j'aimerais ça pouvoir travailler un peu là-dessus, là, tu sais, mais on a quand même une grosse usine, c'est un bel équipement, on a un beau brouhaha, l'équipement qu'on a est quand même super beau, fait qu'il y a possibilité de faire un peu tout ce qu'on veut finalement, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, je pense que vous faites vos bières, vous faites aussi des bières pour d'autres clients aussi, c'est ça. Vous Oui. avez beaucoup de travail à l'aide de ça. Vous fêtez les 10 ans dans pas long. Je sais que tu peux pas me dire tout ce qui va se passer, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des affaires intéressantes à venir dans pas long? Dans pas long, tu sais, là, on a nos sours, dans le fond, qui reviennent. Si nos sours, c'est des classiques qui reviennent. Sinon, comme je te dis, je travaille sur des produits barriqués. Fait que mon but, ce serait d'en pousser un petit peu plus. C'est là, on avait la Scotch Ale en fût de Bourbon qu'on a sorti dernièrement. On risque d'en ressortir encore d'ici 1 an. J'essaie de travailler sur d'autres produits en fût de chêne. Ouais. Et peut-être aller plus là-dedans. Sinon, vite comme ça, il y a tellement de changements dernièrement. C'est aussi de mouvements que je n'ai pas trop je ne sais vraiment pas pour l'instant qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir, mais comme je te dis, j'essaie de travailler sur tout ce qui est fût de chêne un petit peu plus. Mais c'est sûr que tout ce qui est wild et tout ça, on ne travaillera sûrement pas là-dedans à cause de risque de contamination, on est moins là-dedans. En plus, c'est pas un marché qui est vraiment fort, c'est aussi là-dedans. Le monde n'est plus dans le funky, vraiment. Non, c'est ça. Puis moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été beaucoup là-dedans parce que c'est beaucoup tu laisses un peu la nature y aller ou tu dis, OK, tu sais, j'ai travaillé chez LTM, on faisait beaucoup de ceci n'est pas une gueuse, puis ce genre de produits-là. Puis des fois, c'est que d'un baril à l'autre, je me rappelle, le beurre sauvage, les bactéries travaillent dans un sens que tu ne pensais pas. Fait que, des fois, le baril peut être super bon, des fois, le baril peut être très ordinaire. Fait que c'est toujours un peu un guess, puis j'aime moins ça un peu. Mais ouais, fait que sûrement les fûts de chêne dans l'avenir un petit peu plus. Là, puis sûrement, peut-être dans le futur, élargir la gamme de sour aux fruits un peu plus. Là. J'ai un feeling que vous avez fait une go sans alcool ou quelque chose comme ça. J'en ai bu quelques-uns, puis j'étais plus surpris que je m'attendais. Toi, c'est sûr que tu es nouveau, il y a plein de choses qu'il faut t'apprendre, tout ça. C'est quoi les conseils que tu donnais à un brasseur? Un conseil que tu pourrais donner au brasseur, n'importe quelle bière qui embarque, qui veut en faire. Quel sorte de conseil tu serais maintenant que dans un marché qui a plus de défis à l'intérieur de ça? Quel sorte de conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut être un brasseur dans une usine comme la tienne maintenant, ou avoir ton expérience à travers ça? De vrai, c'est de rester focus. Souvent, dans des brasseries comme ça, tu fais plein d'affaires en même temps. C'est sûr que tu as toujours des risques niveau sécurité, faut que tu restes sécuritaire tout le temps. C'est super, super important. J'ai vu beaucoup de monde avoir des accidents en brasserie. C'est toujours évitable au final. Du monde que ce soit du caustique dans la face ou la pression, de l'eau chaude. Fait que rester focus, ça reste. Dans une brasserie, c'est un environnement qui est relativement dangereux. Tu as de la pression, tu as de l'eau bouillante, tu as du mou bouillant, tu as des produits chimiques. Fait que rester focus, rester sécuritaire. Après ça, c'est juste de pas trop être stressé. Ça reste de la bière qu'on fait. C'est sûr qu'il n'y a pas des volumes comme qu'on fait. C'est sûr qu'il y a plus de risques, mais tu dis, dans le pire des cas, la bière, elle sera, s'il y a un problème, elle ne sera pas bonne. C'est le pire qui peut se passer. Personne ne va mourir. Ça va bien aller. Il ne faut juste pas trop stresser. Je me rappelle quand j'ai commencé, je suis arrivé devant un cuve puis j'ai un peu paniqué. Je suis comme, Colin, c'est beaucoup, c'est gros. À l'époque, je commençais au Broadway, c'est genre du 800 litres. Aujourd'hui, on brasse du 3000 litres. Il faut juste garder en tête que ça reste de la bière qu'on fait. N'aie pas peur de demander des conseils. Moi, des fois, j'ai des questions, j'écris à des amis brasseurs, avoir des conseils. Tu prends tous les conseils, tu te montes un bagage. Tous les conseils que le monde te donne, les gens sont bienveillants, les gens sont gentils, ils veulent juste t'aider. Demande des conseils aux gens, ils vont t'en donner. Les brasseurs, ils adorent parler de procédés et de techniques bien précis. On dirait, j'en connais assez pour le savoir. Puis je suis comme tout le temps comme serre devant les. devant les OK.
Ça doit être ça doit être ça, je sais pas. Oh, des fois, je me rappelle, je suis chez nous, j'ai découvert, je sais pas, une vieille technique anglaise de faire de quoi. Puis là, j'en parle à ma blonde, je la vois dans ses yeux là, que le néant, ça l'intéresse pas, mais moi, je suis passionné. Tu dis, un brasseur, Paulus, quelque chose, il va t'expliquer bien les affaires. Fait que tu peux apprendre, pose des questions, montre-toi un bagage. C'est super. C'est un beau milieu. Il faut juste, tu n'aies pas peur de parler au monde, puis tu te renseignes. Tu peux faire, c'est un peu ça les conseils que je donnerais. Là. Ben, excellent. Écoute, M. Lebel, merci beaucoup, brasseur en chef de Farnham. Quand tu payes pour ta nouvelle job, parce que je sais que tu as beaucoup de jobs à faire. Oui. J'ai souvent visité où tu travailles là-bas. Puis c'est comme je dis, c'est gros. Je m'appelle on était à Broadway là, au début, puis c'était l'escalier weird pour monter tout ça. Je m'appelle que c'était assez weird pour faire de la bière. Puis là-bas, tu as de la place, man. Ça, t'es bien chanceux. Oui. Merci beaucoup pour ton temps, Mathieu. Puis c'est sûr, on va aller visiter cet été, tout ça. C'est parfait, ça. Puis bien sûr, si vous pouvez, tout le monde, la bière sans alcool de Farnham s'en vient. Blonde, rousse, IPA, puis blanche. Il y a des rumeurs qu'il y a un petit 4-pack qui s'en vient dans le coin découverte. C'est sous le voyer. La bouteille avec Farnham, c'est un bon prix pour la qualité qui existe. Puis depuis le début, depuis 10 ans, c'est ce qu'ils veulent faire. Ça, merci beaucoup, Mathieu. Okay, merci à toi. Puis, OK, on se voit là pas long, puis on va boire une bière avec de l'alcool. Yes. Merci tout le monde pour écouter le nouveau épisode de Fermentis et Baron Mag. C'est la deuxième saison, plein de choses qui se passent, qui s'en viennent. J'ai bien hâte de voir les autres les autres podcasts qu'on va faire avec Fermentis. Puis bien sûr, si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, on a une section Baron Mag Fermentis sur notre site. Il y a tout le contenu, tous les articles s'en viennent. Puis bien sûr, à chaque mois, 2 mois, on sort des articles avec eux autres. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez contacter bien sûr Fermentis directement. Merci beaucoup et à la prochaine.